Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce Tour de France Dunkerque-Calais. Il y aura pas mal de choses à dire sur une étape qui n'est pas si simple que ça. C'est pas tout plat, le Nord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris du jour avec votre grosse cote, c'est toujours intéressant. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais pas seulement, surtout si vous mettez toutes les notifications, ce qu'on appelle dans le jargon youtubesque, le Saint Graal. Et bah retour au sport après une journée de repos qui, contrairement au Giro, a vraiment été un peu plus une journée de repos qu'une journée de transfert. C'est vrai que sur le Giro, le transfert en avion s'était fait le lundi. Là, pour certains, ça avait lieu dimanche soir. Normalement, ça aurait dû être dimanche soir pour tout le monde. Sauf qu'il y a un des deux avions qui a eu des problèmes de maintenance. Donc, il a fallu reporter le trajet un peu plus tard. Mais certains coureurs ont eu un trajet pendant la nuit. Donc, aujourd'hui, c'était un petit peu glandouille. Et puis, pour d'autres, ça s'est fait dans la journée. Mais le trajet était quand même très court parce qu'il y avait peu de kilomètres entre le Danemark et la France, surtout par avion. Donc c'était un trajet très court. C'est aussi une performance quand même en termes de logistique parce qu'il faut que tous les bus arrivent à bonne destination. Il y avait quand même 8h30 de route indiquée par l'organisateur. Donc c'est quand même, ça ressemble, sur ce Tour de France, ça ressemble à une journée de repos. Sur le Tour d'Espagne et sur le Tour de Hongrie, ça sera peut-être un petit peu différent. Il y a peut-être un peu plus, ça fera un peu plus de kilomètres. Même si certains coureurs auraient préféré qu'on enchaîne, hein. C'est vrai que là ça fait un peu une cassure, ce qui est, voilà, moi je suis pas fan de ce truc là, mais bon, c'est obligatoire avec l'UCI et en même temps en partant du Danemark on était obligé, sinon on aurait eu 4 étapes, on aurait eu 8 étapes avant d'arriver en France. On reprend avec une étape qui ne sera pas facile, une étape musclée avec notamment le passage au niveau des deux caps, le cap Blanday, le cap Griné, parce que même si on ne passe pas sur le cap Griné, on n'arrive pas très loin en fait, hein, parce que le cap Griné c'est un cul-de-sac. Pour ceux qui connaissent un petit peu, et on arrive à Odigan qui est en fait juste à côté, donc il y aura le passage entre les deux caps, mais avant on aura une journée avec des petites bosses pendant toute l'étape, 6 bosses de 4e catégorie, et une étape là, qui va être musclée, je pense. Il faudra faire attention au vent, surtout sur la fin de parcours, et aux côtes, parce que ce sont des petits murs, les côtes de la journée. Dénivelé positif quand même, 1784 mètres. Donc c'est pas tout plat, comme vous le voyez, hein. On est 500-600 mètres de plus que sur les étapes au Danemark. Donc pas si facile. Et puis avec une côte en fin de journée qui pourrait avoir une incidence sur la gagne. On regarde tout de suite le profil du parcours avec cette magnifique carte réalisée par la Flamme Rouge, qui est sur le site Pro Cycling Stats. On part de Dunkerque pour aller à Calais. 172 km, 6 côtes de 4e catégorie au programme, donc le maillot de Kort Nielsen pourrait être menacé sur le papier, sauf que ça m'étonnerait que sur la dernière côte, l'échappée soit encore en tête. Et puis au niveau du parcours, ça va être très sympa avec des pavés aussi aujourd'hui. Et oui, car en début de journée, on aura la montée de la côte de Cassel, 1,7 km à 4,3% de moyenne, côte de 4e catégorie. Auparavant, on sera passé notamment à Berg, la ville de Bien-Buch-et-Echty. Mais côte de Cassel, 4e catégorie, vous allez voir, 1,7 km, 4,3%. Alors c'est pas pavé, je crois, tout le long, parce que c'est pas très précis de la part de l'organisateur. Alors là, en pourcentage, c'est pas très dur, sauf que si vous rajoutez les pavés, qui sont des pavés à la belge, c'est pas des pavés de Paris-Roubaix non plus, c'est un peu plus difficile. Et puis le début de la descente également est légèrement en pavé, donc il faut faire un petit peu attention. Ensuite, on passe à Saint-Omer, à Wisk, et puis on a le sprint intermédiaire à Limbre, au kilomètre 63, c'est-à-dire à 110 km de l'arrivée à peu près.
Et on arrive à la côte de Remilly-Virquin. Il faut savoir que le W dans le nord se prononce pas comme le W dans d'autres endroits de la France, donc c'est Virquin. On passera notamment à 800 en fin de journée, donc voilà, donc Virquin, Remilly-Virquin. 1 km 2 à 6,5% de moyenne, côte de 4e catégorie, la côte de Remilly. C'est pas la plus dure de la journée, mais encore une fois, comme je vous le disais, ce sont des petits murs, voilà, 8%, 6,5%. C'est voilà, des petits radars d'1 km, 1 km 2, ça. On pourrait presque penser à des monts pavés, sauf qu'il n'y a pas les pavés, mais c'est un peu le même principe. Et puis on redescend rapidement vers Dohem, vers Ouve, Wirquin et la côte de Niel-les-Bléquins. On va enchaîner en fait deux côtes en très peu de kilomètres, au kilomètre 97, c'est-à-dire à 75 km de l'arrivée, côte de Niel-les-Bléquins, 1 km 2 à 6,5 de moyenne. À Niel-les-Bléquins, il faudra faire attention, hein, les 200 derniers mètres à 10%. Donc là aussi, hein, faire attention, ça monte, j'irai crescendo au fur et à mesure de cette montée. On commence à 6% pour finir à 10%. Et puis on enchaînera avec la côte de Arlette qui sera elle au kilomètre 102,5, c'est-à-dire à 70 km de l'arrivée. Donc 5 km après. 1 km 4 à 6,1% de moyenne, cette côte de Arlette, un peu moins difficile. Voilà, on aura un pied à 7,3, mais là c'est un peu moins compliqué, même s'il y aura un passage de 200 mètres à 10% qui a été mal coloré par la flamme rouge, mais c'est bien à 10%. J'ai vérifié sur les internets. On aura ensuite le mont du Héteux, qui n'est pas au classement de la montagne, 700 mètres à 8,4%, pour ensuite redescendre vers assez vite la côte du Ventus, 1 km 2 à 6,1% de moyenne, côte de 4e catégorie, 50 km de l'arrivée pour la côte du Ventus, là aussi pas la plus dure, 1 km, mais un peu plus plate que les autres. À la côte du Ventus, on arrive à Ardiguenne, Marquise, on aura le mont de la Louve, 1 km 9 à 4,8% de moyenne qui sera au kilomètre 144, c'est-à-dire là encore à 30 km de l'arrivée, hein, il y a quelques bosses comme ça qui ne sont pas classement de la montagne. Et puis on arrive à Odigen au kilomètre 148. Pourquoi je vous parle de Odigen? Parce que c'est un moment important. À partir de Odigen, on sera parallèle à la mer et on sera après 800 très proche de la mer. Donc Odigen, c'est vraiment un moment important. Odigen, c'est le cap Griné, parce que voilà, c'est un peu le chemin des deux caps normalement. Quand vous faites, je l'ai fait en tant que touriste, voilà, je peux vous en parler, c'est très joli. Vous voyez très bien la mer, vous voyez même l'Angleterre et vous voyez les ferries. Donc on continue avec Odigen et ensuite le passage à 800 au kilomètre 134, et ça se dit vraiment 800 comme la commune en Bretagne. C'est là aussi je suis quasiment sûr de moi. Et on attaque la côte du Cap Blandé, 1 km à 7,2%, côte de 4e catégorie. Il y a un petit prélude avant la côte du Cap Blandé, c'est-à-dire que vous êtes dans un village en bas, et déjà pour accéder au village, il y a une petite bosse. Voilà. Et ensuite, il y a une petite descente. Vous plongez dans le village, et là, faire attention au Cap Blandé, donc 1 km à 7,2%, qui est la côte la plus difficile de la journée, c'est que vous avez un pied de bosse qui est très très étroit, c'est-à-dire que pour entrer sur la bosse, il va falloir prendre une chicane, une route qui va partir sur la droite, puis à gauche. Et en fait, à gauche, la route est très peu large, et en plus, vous pourrez dire, bah, on prend les bas-côtés ou on prend le trottoir. Pas du tout, il n'y a pas de trottoir, c'est un mur d'un côté. Et un mur où il faut éviter d'être trop proche parce que c'est un mur, vous voyez, avec les petites pierres qui ressortent. Un vieille pierre, donc on peut s'écorcher très vite. Et donc la côte du Cap Blandé, donc à 109 mètres d'altitude, incroyable. Sauf que c'est un mur et qu'en plus, ce qu'on ne vous indique pas sur cette carte, c'est que ce sont des lacets pour arriver en haut du Cap Blandé. Et c'est vraiment un mur, c'est-à-dire qu'on dépasse à certains endroits les 11%. Alors c'est le pourcentage max bien entendu, mais c'est vraiment un mur cette montée du Cap Blandé. L'avantage c'est qu'au sommet il y a un plat de 100 mètres et tout de suite après c'est une descente qui sera rapide, rectiligne pour arriver sur Sangatte, connu un petit peu pour les migrants, et ensuite on arrivera assez vite à Calais. Du côté du final vraiment à Calais il faudra faire attention, on aura 2 ronds-points mais la route est quand même plutôt large hein, à cet endroit là.
On aura le premier au point, il faudra prendre la première sortie. Donc sur la droite, ça sera 1,2 km de l'arrivée environ. Et le deuxième, qui sera à peu près 600 mètres de l'arrivée, là il faudra prendre sur la gauche. Et donc il faudra faire attention de ne pas se rater, hein, parce que si vous faites tout le tour du rond-point, forcément votre sprint est fini. Mais ça va être une étape très intéressante, peut-être un peu sous-estimée de cette première semaine, mais il peut y avoir du spectacle. Du côté de l'histoire du Tour de France, c'est pas l'étape la plus intéressante de la rubrique Histoire. C'est, je pense, presque le plus court en rubrique Histoire. On va parler du Tour 2007 avec la deuxième étape qui partait également de Dunkerque pour rejoindre Gand en Belgique. Autant vous dire une étape toute plate, sans grande difficulté, même s'il fallait quand même faire attention au vent, hein, parce que dans ce coin-là, les bordures sont possibles. Sauf que le vent, il était pas vraiment, les dieux du vent n'étaient pas vraiment avec les dieux du spectacle. Il faudra attendre peu de temps avant d'avoir une première attaque avec 3 coureurs. Nous avons Marcel Syberg pour la Milram, Ruben Perez d'Euskadi et le français Cédric Hervé d'Agritubel. Après 25 km de course, le basque Ruben Perez est en tête même du général de la course. Je rappelle qu'on n'était qu'à la deuxième étape, car il n'avait que 1 minute 35 de retard sur Fabian Cancellara. On laisse l'échappée partir, mais au bout de 60 km de course, une fois que l'écart dépasse les 5 minutes 56 minutes, eh bien, on décide du côté des équipes de sprinteurs de s'organiser, et notamment la Quick Step pour Boonen ou la Lotto pour McEwen, qui avait gagné l'étape de la veille. Vous savez, je suis un fan de ma jeunesse. McEwen, ça me rappelle toute ma jeunesse. Les routes en Belgique sont remplies de spectateurs. Il n'y a pas qu'au Danemark où il y a du monde pour assister au spectacle du Tour de France, un spectacle gratuit. Donc en plus, ça permet d'attirer beaucoup de personnes. À partir du 40 km de l'arrivée, la pluie commence à tomber sur les coureurs, une pluie intense. Et à 37 km de l'arrivée, l'échappée résiste quand même pas mal, même si l'avance n'est plus que de 3 minutes 10. L'échappée va quand même extrêmement bien résister. La Quick Step sera même obligée de rouler un petit peu fort. Le dernier coureur sera rattrapé à 3 km de l'arrivée. On aura sur cette étape également de nombreuses chutes qui vont désorganiser le peloton, notamment Frank Schleck à 30 km de l'arrivée. À 3 km de l'arrivée, c'est Fabian Cancellara, le maillot jaune, qui tombe. Heureusement pour lui, il tombe juste après avoir passé la banderole des 3 derniers kilomètres. Donc avec la règle que vous connaissez désormais pour certains qui l'ont apprise au moment de l'étape numéro 2 Danemark. Eh bien, quand vous tombez dans les 3 derniers kilomètres sur une étape de plat, vous êtes crédité du temps du groupe auquel vous apparteniez à ce moment-là. Donc, Fabian Cancellara garde le maillot jaune. Seulement une grosse vingtaine de coureurs se battent pour le sprint. La Quick Step est totalement organisée de toute manière. 2006-2007, la Quick Step autour de Boonen, c'était quand même une sacrée machine de guerre. Mais à la surprise générale, ce n'est pas Tom Boonen qui va s'imposer, parce que Tom Boonen n'arrivera jamais à remonter son poisson pilote. Et c'est Gerd Stigmans qui s'impose. Boonen prend la tête du classement du maillot vert pour un point face à McEwen. Et c'est assez rare, mais le poisson pilote qui n'est pas devancé par son leader, ça arrivait quelques fois. C'est vrai que Stigmans était à ce moment-là très très fort. Stigmans qui aurait pu avoir une très grande carrière. Je pense qu'à un moment, il y a une couille dans le potage du côté de Stigmans. Parce que c'était techniquement l'après-Boonen, Stigmans, mais il n'a jamais eu ce rôle-là. Même quand il a été leader dans d'autres formations, ça s'est jamais extrêmement bien passé. Et c'est un petit peu une victoire de prestige pour Gerd Stigmans, qui aura ensuite un rôle d'équipier. On passe aux célébrités. Les célébrités du côté du cyclisme, eh bien nous avons du côté de Calais, c'est la ville de Steven Tronnay, le champion de France 2015, pour ceux qui se souviennent, avec Boigny qui tombe dans la dernière ligne droite et Steven Tronnay qui en profite, à l'époque coureur d'Aubert 93. Il rejoindra ensuite, alors c'était Fortunéo, parce qu'à l'époque c'était pas Arkea, mais ça se passera pas extrêmement bien, et puis après il prendra sa retraite. On a également, on passera également dans la ville d'Alain Vasseur, le père de Cédric, mais c'est un peu la région, je dirais, des Vasseurs. On a Alain Vasseur, Cédric Vasseur, et il me manque un troisième Vasseur qui était le grand-père de Cédric. Parmi les autres célébrités, à Dunkerque, on a Jean-Paul Rouve, les Tuches, mais pas seulement, également les Robins des Bois. Roger Salengro, qui a été ministre à l'époque du Front Populaire. Il y a quelques arrêts de bus qui s'appellent Roger Salengro en région parisienne. Et puis à Calais, Jacques Vendroux, le journaliste qui ne veut jamais prendre sa retraite, qui est maintenant à Europe 1,
mais qui était à une époque du côté de France Bleu et de France Inter. François Ruffin, député, qui est assez célèbre, notamment également pour son documentaire sur Bernard Arnault. Et puis Romain Barras, qui avait fait comme discipline le décathlon, qui a même été champion d'Europe du décathlon. Avant Kevin Mayer, il y avait Romain Barras. Et donc champion d'Europe du décathlon. Le décathlon, 10 épreuves d'athlétisme, notamment la perche. On a du 1500 mètres, on a du saut en longueur, enfin voilà, du saut en hauteur, on fait un petit peu de tout. On passe à la météo, soleil 20 à 22 degrés, parfois quelques passages nuageux qui seront un petit peu plus importants, mais on ne devrait pas avoir de pluie sur cette étape. Et le vent, eh bien il faudra faire attention car dans le final, il pourrait être de côté, alors soit totalement de côté, soit 3/4 d'eau. Voilà. Malgré tout, j'ai peur qu'il ne soit pas suffisamment fort. On parle de 15, 20, 25 km/h. On est vraiment à la limite basse, hein. Il faudrait qu'il soit parfaitement placé. Et comme il n'est pas parfaitement placé, je pense que ça sera compliqué pour un coup de bordure. Il faudra quand même faire attention de ne pas être mal placé lors de la dernière difficulté à 13 km de l'arrivée, car la descente à Sangatte est rapide. Et on est là vraiment accolé à la mer à cet endroit-là. Donc si le vent est bien placé ou très fort, ça pourrait créer des cassures. Ce qui ferait que ça serait quand même très compliqué pour les sprinteurs qui ne sont pas très bons dans les bosses de s'imposer lors de cette étape. Du côté de la stratégie, échappée, je dirais une échappée quand même avec 5-6 coureurs, hein. Il y a des points à prendre au niveau du classement de la montagne. Grande chance de sprint, parce que je pense qu'on aura les équipes de sprinters punchers type Van der Sagan et autres, ou Van der Poel, qui monteront vite lors du Cap Griné et qui tenteront de faire lâcher les sprinters un peu moins bons dans ce domaine, notamment Groenewegen ou Jacobsen. Peut-être des cassures dans la descente, et je pense donc à un sprint quand même massif, mais pas avec tous les sprinters. Du côté des favoris, j'ai mis Van Aert. Ça serait encore mieux s'il arrivait à faire un sprint régulier. Caleb Ewan, également, lui, s'il arrive à trouver l'ouverture, ça sera pas mal. Peter Sagan, bon, on a vu qu'il est en forme, et puis voilà, il y aura peut-être une petite envie de vengeance. Et puis du côté de la grosse cote, Fabio Fellini, du côté d'Astana. S'il y a moins de sprinters, ça peut peut-être aider le coureur italien. Du côté des horaires, départ 13h15. Je rappelle que c'est le départ réel, pas le départ fictif. Côte de Cassel entre 14h10 et 14h14, qui est la première difficulté du jour. Arrivée à Odigen, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, quand on arrivera proche de la mer entre 16h42 et 17h. Et arrivée de l'étape entre 17h14 et 17h35 pour cette étape numéro 4. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve donc pour le débrief de cette étape ce soir, entre 21h et 22h, on va dire. Et d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Amérique Production. Ciao, ciao!